Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Antoine Arjakovski. Je suis ici au pôle de recherche du Collège des Bernardins avec Antoine de Romanet en charge du département Société, Liberté, Paix. Je suis très heureux de modérer cette table ronde dans le cadre de ce colloque La famille, une ressource pour l'humanité dans la globalisation. La personne aujourd'hui est fragile, elle est menacée, et la fragilité en vient à remettre en question la liberté de la personne aujourd'hui. Et il s'agit de réfléchir à la famille comme ressource pour cette personne. Et si, comme le disait tout à l'heure Andrea Riccardi, la famille n'est pas ce lieu de ressources, alors à ce moment-là, la famille ne pourra pas être elle-même une ressource pour la globalisation. Et donc, on va parler du rapport fragilité humaine, famille et globalisation. D'abord avec M. Dovzera dans un cadre global et en particulier dans un cadre africain. Puis dans un second temps avec M. Patrick Boult à ma gauche sur les questions sociales et en particulier sur la question du chômage qui marque nos sociétés européennes. Et enfin avec le rabbin Pauline Beb, qui était ici à ma gauche, à partir d'une tradition spirituelle qui est celle du judaïsme. Alors je vais les présenter brièvement. Tout d'abord, M. Dovzera, dont l'intitulé est « La famille, une clé du développement humain dans le contexte de la globalisation ». Vous êtes donc l'ancien directeur général de l'Agence française de développement, l'AFD, et je tiens à vous remercier très chaleureusement au nom de tout le Collège des Bernardins et de la chaire Andrea Riccardi pour le soutien que l'AFD a apporté à cette chaire, pour son organisation. Vous êtes un ami de Sant'Egidio depuis longtemps. Je vous ai rencontré justement à Sarajevo l'an passé à l'occasion de ces rencontres annuelles de la paix organisées par Sant'Egidio. Vous êtes conseiller maître à la Cour des comptes, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, titulaire d'une maîtrise de sciences économiques de l'Université de la Sorbonne, ancien élève de l'École nationale d'administration, la fameuse promotion Voltaire, et vous avez également enseigné à l'Institut d'études politiques de Paris, à l'Institut supérieur du commerce et à l'École des hautes études commerciales de Paris. Voilà, la parole est à vous. Merci. Je ne vais pas vous parler de Platon, Serre ou autres philosophes. Je vais avoir une approche assez économiste, et donc j'espère que vous allez pouvoir me suivre pour vous parler du rôle de la famille en Afrique. Tout en faisant une analyse générale de la situation du continent africain, je vais essayer de vous démontrer l'importance de la solidarité familiale, tribale, dans la résilience de l'Afrique face à la crise des années 90 et de son importance pour la durabilité de la croissance que ce continent connaît depuis 2004-2005. Donc, je vais essayer de vous présenter un cas concret, un cas d'école sur le rôle de la famille. L'échange international accentue la concentration, le risque de marginalisation. Le monde est aujourd'hui articulé autour de 3 ensembles, le continent nord-américain, l'Asie et l'Europe. Ces 3 ensembles concentrent production, investissement, savoir, technologie, les produits les plus élaborés, les entreprises multinationales et bien d'autres éléments. La division internationale du travail a été, depuis une trentaine d'années, bousculée, perturbée. D'abord dans les années 70 avec la renaissance du Japon et de l'Allemagne, ensuite avec le développement des 4 dragons asiatiques, Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, Taïwan, ensuite avec la décennie des années 90, avec l'émergence de la Chine et de l'Inde. Récemment, avec l'émergence d'un certain nombre de pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud ou l'Indonésie. Pas d'Afrique. L'Afrique subsaharienne est restée à l'écart de ce mouvement qui, grâce à l'échange international, il faut le dire, pour tous ceux qui critiquent la mondialisation, l'échange international a permis à des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté. Eh bien, qu'en est-il de l'Afrique? Que va devenir l'Afrique? Tout d'abord, même si aujourd'hui les discours sur l'Afrique sont plutôt positifs, optimistes, il faut rappeler que l'Afrique cumule des handicaps.
L'Afrique a les niveaux de PIB les plus bas de la planète. Son poids économique est quasi inexistant. Au début des années 70, on disait l'Afrique est bien partie, l'Asie est mal partie, principalement à cause de l'importance des populations. Le résultat, 30 ans, 40 ans après, nous le connaissons. Il convient de s'interroger sur les raisons d'un tel retard africain, d'un tel sous-développement structurel. Et ce qui est important, c'est de constater que la faillite économique de l'Afrique, même si depuis une dizaine d'années, on connaît une croissance sur laquelle je vais revenir, il n'en demeure pas moins, la faillite économique de l'Afrique s'accompagne d'une faillite humaine. L'espérance de vie moyenne en Afrique est de 54,2 années, alors qu'elle est de 64 ans pour tous les autres pays en développement. 1/5 des enfants meurent avant 5 ans, et je pourrais continuer la liste. Tout en cumulant les handicaps, l'Afrique a une très forte résilience, et c'est là où je veux essayer de vous entraîner, vous convaincre du rôle de la famille dans cette forte résilience. Et je vais notamment citer Philippe Hugon, qui, dans son livre « L'économie de l'Afrique », écrit « Les Africains ont été capables de gérer à leur manière. » À leur manière. Très important. Depuis leur indépendance, un doublement de leur population, un quintuplement de la population urbaine, la mise en place d'appareils d'État et le maintien de frontières constitutives d'États-nations malgré le caractère artificiel et les clivages ethniques frontaliers. Les acteurs du bas ont inventé, innové, créé des activités satisfaisant de nombreux besoins essentiels. C'est du bottom-up et non pas du top-down tel que recommandé par les institutions de Bretton Woods, Banque mondiale ou Fonds monétaire international. L'économie informelle et les logiques de redistribution expliquent ces succès relatifs, cette exceptionnelle capacité de résilience. Il faut savoir que le secteur informel représente 75% de l'activité dans les zones urbaines. Plus intéressant, c'est le développement et l'existence de solidarités financières par le biais notamment de ce qu'on appelle les tontines. Les tontines sont caractéristiques de ces solidarités des sociétés africaines, de leur capacité à s'organiser en dehors des schémas occidentaux, en dehors des schémas du Nord traditionnels que nous leur proposons. C'est leur vitalité face à la crise, c'est aussi la réponse africaine avant même, je dirais, le développement des mécanismes de microcrédit. Tout autant que le secteur informel, si ce n'est plus, les logiques de redistribution sont très caractéristiques de la vitalité de cette société africaine. Il existe une exception africaine qui se manifeste par des comportements et des logiques distributives atténuant les clivages sociaux et géographiques. Les riches, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont un emploi, un salaire, entretiennent tous les membres de la famille et du clan. Les entreprises publiques engagent des villages entiers, ce qui provoque d'ailleurs la privatisation de certaines parties de la sphère étatique, l'appropriation de biens publics et des individus. Tout cela favorise, certes, par certains aspects, il ne faut pas le sous-estimer, il ne faut pas le négliger, la corruption. Mais néanmoins, cela évite les explosions sociales et l'on peut parler de cette étonnante vitalité des sociétés africaines. Pour nous, Européens, marqués par le matérialisme individualiste occidental, attendons tout de l'État, que l'État soit là pour apporter une prime, une aide ou un soutien d'une façon ou d'une autre. Eh bien, nous pouvons être surpris par la vitalité africaine dans le cadre de la famille, de la tribu, et tout cela prend le pas sur l'individu. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que cette solidarité familiale ne s'inscrit pas dans une structure monoparentale. C'est ça ce qui est intéressant. C'est que la polygamie et dans certains cas même la polyandrie sont monnaie courante en Afrique. Et nonobstant, je dirais, cette inscription dans un cadre autre que celui de la structure monoparentale, eh bien la solidarité transcende le fait de ne pas avoir la même mère, le fait de ne pas avoir le même père. Eh bien, pour que vous puissiez mesurer l'importance de cette solidarité familiale, tribale, comme sorte d'amortisseur social face à la crise des années 90, je vais essayer de vous donner 2 chiffres. En 88-89, les cours des matières premières se sont effondrés. Et cela a entraîné une chute des exportations et du revenu de certains pays africains de 30 à 40%.
Pour que vous puissiez mesurer ce que représente 30 ou 40%, je fais un petit parallèle avec ce que nous avons connu dans les années 70 avec les deux chocs pétroliers. Le premier choc pétrolier de 1973-74, c'est 4% de prélèvement. 4. Le deuxième choc pétrolier de 79, c'est 2,5. 4%, 2,5%. Petite parenthèse. Sommes-nous véritablement sortis de cette crise occasionnée par ces deux chocs pétroliers? L'Afrique, elle a connu moins 30, moins 40%. Eh bien, malgré cela, nous avons imposé, la communauté internationale a imposé des plans d'ajustement structurel. Terme technique, technocratique, pour faire court et pour que vous me suiviez, c'est ce que la communauté internationale a demandé à la Grèce, à l'Irlande, à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal de faire. Qu'est-ce qu'on n'entend pas sur ces plans d'ajustement structurel qui ont permis néanmoins à l'Afrique de s'en sortir? Bref, c'est un autre débat pour un autre colloque. Néanmoins, ce qui est important, c'est que cette solidarité tribale, familiale, a joué le rôle d'amortisseur social, en lieu et place de tous les mécanismes sociaux que nous avons dans nos sociétés, et notamment en France. Sans ces mécanismes, l'Afrique aurait connu des drames encore plus importants. Voilà, je dirais l'élément d'analyse pour le passé, pour ce qui s'est passé dans les années 90, et donc pour ce rôle fondamental de la solidarité familiale et tribale. Maintenant, ce continent connaît indiscutablement une croissance très importante. Une croissance d'environ 5,5-6%, 6% par an. Une croissance qui est inégalement répartie entre les pays, entre l'Est et l'Ouest de l'Afrique, entre l'Afrique australe et l'Afrique centrale ou occidentale. Il n'en demeure pas moins, c'est une croissance qui est importante, même si elle est mal répartie, mais qui pose problème, parce qu'elle est principalement basée sur l'augmentation du prix des matières premières. Il y a eu comme une sorte d'effet d'aubaine dans les années, au début des années 2000, principalement à cause de la Chine et des pays asiatiques très boulimiques en matière de ressources naturelles et qui donc ont fait monter les prix. Mais voilà, c'est simplement un effet mécanique. Il n'y a aucune transformation qui est faite sur place et c'est un modèle totalement externalisé basé sur donc, ces exportations brutes, de matières premières brutes. Et il ne peut y avoir de développement de l'Afrique que si il y a une véritable transformation sur place. J'y reviendrai dans un instant. Principale ressource pour l'Afrique, pour ce continent africain, donc les exportations de matières premières, l'aide internationale, mais en montant plus que l'aide internationale, les transferts des migrants. Quel exemple de solidarité familiale, tribale? On pourrait croire que la migration, qui entraîne une sorte d'éclatement de la cellule familiale, la migration vers le nord ferait oublier la famille au village. Eh bien, il n'en est rien. Il n'en est rien et c'est une manifestation année après année de cette solidarité familiale tribale. L'Afrique est confrontée aujourd'hui à principalement 4 problèmes. Tout d'abord, une croissance démographique. Entre 2010 et 2050, la population africaine va passer d'environ 850 millions, 900 millions d'habitants à 2 milliards d'habitants. En 40 ans, plus 1 milliard. Dans le même temps, la population mondiale va passer de 7 à 9. C'est-à-dire que le CROI global pour l'ensemble de la population en 40 ans est de 2 milliards. Et sur ce 2 milliards, il y a 1 en provenance de l'Afrique subsaharienne. Deuxième élément, quand cette population totale va augmenter, va doubler, la population urbaine, elle, va tripler. Elle va passer d'environ 400 millions d'habitants à 1 milliard 200 millions d'habitants. Et vous voyez immédiatement que toutes les structures locales, étatiques, vont être confrontées à une pression extraordinaire qu'il va falloir répondre à, je dirais, ces deux constats. D'autant plus que cette population va se retrouver dans les villes, ou risque de se retrouver dans les villes, et que, je dirais, il s'agit d'une population jeune, non formée, non éduquée, avec probablement aucune perspective d'avoir un emploi. Et donc, il est clair
que l'affirmation de cette jeunesse va passer certainement par les violences. Et on en a régulièrement des exemples dans les villes africaines. Quatrième élément, donc croissance globale de la population, croissance urbaine, une croissance avec des jeunes non diplômés au premier rang de ces villes, des migrations de plus en plus importantes. Les populations quittent d'abord les campagnes, les zones rurales pour rejoindre les villes côtières, et après elles émigrent principalement vers l'Europe. Face à ces quatre éléments, à ces quatre défis que l'Afrique a à faire face, il sera possible de dire que l'Afrique sortira de ce sous-développement compte tenu des ressources naturelles qu'elle a, qu'elle est sur un sentier durable de croissance si elle est autosuffisante en matière alimentaire, crée suffisamment d'emplois pour ses populations, et notamment les populations de jeunes, et si elle transforme ses propres ressources et cesse d'exporter de manière brute. Donc, premier élément, l'impérieuse nécessité de nourrir cette population en croissance importante. Et c'est d'autant plus important et compliqué que vous avez deux éléments qui viennent perturber la possibilité de satisfaire ces besoins. Premier élément, c'est que nous, Européens, comme les Américains, comme les Chinois, comme les Japonais, nous avons des mécanismes d'aide par milliards, des mécanismes d'aide à nos agriculteurs. Nous, avec la PAC, les Américains avec le Farm Bill, les Japonais, Indiens ou autres Chinois, avec des mécanismes spécifiques. Ces mécanismes perturbent le marché, perturbent les prix. Qu'en dit la gouvernance mondiale? Qu'en dit l'Organisation mondiale du commerce? Rien. Et les Africains, eux, ne sont pas en possibilité d'aider leurs agriculteurs parce que le FMI est là pour veiller à ce que le marché fonctionne de manière tout à fait libre, sans tenir compte des rapports de force et de ce qui se passe dans d'autres pays. Deuxième élément, compte tenu des besoins de toutes les autres populations, asiatiques, européennes ou d'autres continents, ces pays d'ailleurs viennent acheter des produits africains, ce qui fait que vous avez une augmentation des prix, une sorte d'effet d'éviction des populations africaines, donc un véritable problème. Nourrir la population, je vous ai dit aussi le défi de l'emploi, vous avez vu les chiffres, l'importance de ce défi est plus que caractéristique. Dernier élément important sur lequel j'insisterai, c'est l'impératif besoin de santé et d'éducation. Je vous ai donné un certain nombre de chiffres un certain nombre de statistiques en matière de vieillissement, on peut les multiplier. Il y a un véritable problème de santé en Afrique. Il y a aussi un problème d'éducation. Il y a une sorte d'exigence internationale pour l'Afrique dont le potentiel humain n'est pas à la hauteur des enjeux de son développement. Les travailleurs qualifiés ne représentent que 4% de la population active, mais constituent 40% des migrants. Donc le peu de personnel qu'ils arrivent à former, ils s'en vont, ils ne restent pas sur place. Et donc il ne pourra pas y avoir de développement durable s'il n'y a pas un effort énorme en matière de formation, et en matière pour essayer de trouver les mécanismes pour retenir. Par rapport à ces éléments, nourrir, créer des emplois, former, éduquer, la famille a un rôle essentiel. La famille devrait pouvoir permettre d'assurer ce développement durable du continent sans crise, sans retour en arrière. Vous savez, ces crises alimentaires pour lesquelles vous êtes de temps en temps sollicités. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est ma conclusion, je recommande une aide aux familles des milieux ruraux. Je préconise que la communauté internationale favorise la mise en place d'un certain nombre de mécanismes d'aide à ces familles des milieux ruraux. À l'image d'ailleurs de ce qui s'est fait au Brésil. Un des éléments du succès brésilien, même si ces derniers jours vous avez vu des manifestations contestant ce succès brésilien et le fait que ce pays soit devenu plus qu'un pays émergent, est basé sur la mise en place d'un système d'aide aux familles. Le gouvernement brésilien donne de l'argent, une aide, une allocation familiale
aux familles qui font en sorte que leurs enfants soient vaccinés et qu'ils aillent à l'école. C'est simple, c'est pas compliqué, mais c'est un véritable succès. Et c'est la raison pour laquelle je préconise la mise en place d'une telle allocation familiale pour les seules familles de milieu rural. Pourquoi ? Principalement pour stabiliser les populations en milieu rural, éviter cet exode rural qui va compliquer le travail des développeurs et des autorités dans les villes pour assurer l'ensemble des besoins dont ces populations ont besoin. Pour favoriser, bien entendu, la production agricole et permettre qu'il y ait une autosuffisance alimentaire. Et puis aussi, surtout, si on continue à cultiver les terres dans les zones reculées d'Afrique, eh bien, on ralentit l'avancée du désert et donc il y a un effet environnemental qui est loin d'être négligeable. Deuxième objectif, améliorer l'état sanitaire de la population. Et l'on sait qu'en améliorant l'état sanitaire de la population, il y a une prédisposition beaucoup plus importante à aller à l'école, à aller au lycée ou au collège. Troisième objectif, accroître le niveau éducatif de la jeunesse, indispensable pour favoriser ce développement endogène de l'Afrique, pour faire en sorte que l'Afrique ne soit pas simplement soumise à des prédateurs qui viennent prendre ses ressources sans les transformer, et parfois en les payant à des prix qui ne correspondent pas au prix du marché. Vous voyez que cette mesure me paraît essentielle pour accompagner ce développement africain qui est nécessaire, pas simplement pour l'équilibre de l'Afrique, mais également pour l'équilibre de l'Europe. Le coût d'une telle mesure est bien moindre que celui occasionné par la création et la gestion de structures administratives. Cette mesure, d'ailleurs, pourrait être relayée par des structures associatives, plus ou moins affiliées à une religion, et je pense notamment à la communauté Santé Djidjo, mais également par des ONG. Vous voyez, j'ai essayé de vous démontrer que le rôle de la famille et de la tribu a joué un rôle essentiel comme amortisseur de la crise des années 90 et qu'en Afrique, malgré des structures non monoparentales, eh ben, la famille a encore un rôle à jouer pour le développement de ce continent. Merci. Il y a un autre espace important qui est l'Europe. Et l'Europe souffre du chômage, d'un chômage massif. Et M. Patrick Boult a accepté de venir nous parler de cette question. Le thème de votre intervention, eh bien, c'est fragilité sociale et fragilité familiale. Vous êtes diplômé d'HEC, vice-président de l'association Solidarité Nouvelle face au chômage, qu'on connaît bien, puisqu'on connaît bien Jean-Baptiste de Foucault ici, au Collège des Bernardins, qui la préside, qui est le fondateur, et vous en êtes le vice-président, et vous représentez cette association au sein du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale en France, la CNLE, ainsi que dans le réseau European Anti-Poverty Network. Vous êtes également administrateur de l'association Démocratie et Spiritualité, également en partenariat de notre colloque sur la démocratie. Et vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment « Se construire soi-même pour mieux vivre ensemble » aux éditions Desclés de Brouwer en 2011. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, mes propos vont être plus modestes. Ça ne va pas être... Enfin, mon observation va être surtout en France. Je remarque d'ailleurs quelquefois que quand on parle d'Europe, actuellement, c'est un peu pour se dédouaner de nos spécificités et de notre problématique française propre. Il y a des choses que d'autres pays européens réussissent mieux que nous, et il faut quand même ne pas l'oublier. Merci de me faire intervenir, mais les raisons pour lesquelles, l'expérience à partir de laquelle je vais parler, c'est en effet cette association Solidarité Nouvelle face au chômage qui, en 2 mots, fait de l'accompagnement personnalisé de demandeurs d'emploi par des binômes d'accompagnateurs bénévoles avec quelques outils pour faire cette action qui n'est pas limitée dans la durée et qui n'est pas spécifique de telle ou telle catégorie de demandeurs d'emploi. C'est tous ceux qui se présentent, qui ont
besoin d'un accompagnement que nous accompagnons. Accompagnement d'ailleurs sur lequel je vais revenir à la fin de mes propos. Nous allons parler de fragilité à propos de l'emploi. La question d'emploi, il y a quelques raisons qu'on a d'en parler. Parce que moi, j'ai fait des travaux sur la crise généralisée de l'identité et les sources ordinaires de l'identité. Et parmi celles-là, on reconnaissait le patrimoine culturel qu'on trouve quand on arrive dans ce bas monde. Il y a des éléments de l'état civil, le genre à laquelle on appartient, la nationalité, tout ça sont des facteurs identitaires. Il y a aussi l'intériorité. Et puis, les rôles sociaux. Et les rôles sociaux, de facto, c'est ceux qu'on privilégie aujourd'hui comme source d'identité, qui est aussi fragilisée, notamment par les phénomènes du chômage. Et donc, la question de l'emploi n'est pas une question fortuite. Je ne vais pas m'étendre sur les enjeux de l'emploi. D'abord, ce serait vous insulter, parce que quand même, actuellement, on a quand même une vague d'idée de ce que ça peut représenter. Et pour aller plus directement au sujet, et au sujet de l'impact de la perte d'emploi sur les personnes et les familles qui sont derrière. Alors, l'impact est d'abord, mais ça c'est un truisme, sur les questions de revenus. Et le chômage a un impact très direct sur le revenu. Il y a un constat que le taux de pauvreté des personnes qui sont au chômage est plus fort que le taux de pauvreté de ceux qui ont un emploi. Parce qu'il y a quand même aussi de la pauvreté au travail. Donc l'emploi n'exonère pas totalement du risque de pauvreté, mais quand même l'accroît fortement. Et puis une autre notation, c'est que parmi les personnes qui sont au chômage, le taux de pauvreté de ceux qui appartiennent à des familles monoparentales est beaucoup plus fort que celui des personnes qui sont en couple, qui appartiennent à des familles constituées. Donc ça, c'est pour le premier volet, qui est l'aspect revenu. Évidemment, on pourrait dire bien d'autres choses, mais je vais passer là-dessus pour aller plus directement à deux autres impacts. L'impact sur l'identité du membre de la famille concerné, sa perception de lui-même et l'image qu'il représente pour ses proches. Et deuxièmement, l'impact sur les rapports intrafamiliaux. Alors, au niveau de la personne, chacun sait que l'épreuve de la perte d'emploi est une très grande épreuve dans une existence individuelle, et elle met en cause plusieurs dimensions. D'une part, c'est une épreuve de vérité, d'une vérité de l'exclusion de l'univers professionnel qui met en cause la perception des faits, la perception de sa propre réalité. Elle oblige à sortir de son univers et à élargir son champ de connaissances. Le demandeur d'emploi est contraint quotidiennement d'ajuster sa vision des choses et de lui-même. Ça n'est pas l'expérience quotidienne que nous faisons chacun d'entre nous dans notre rôle social, où on retrouve le lendemain ce qu'on a quitté la veille, avec un certain nombre d'habitudes, de savoirs, etc. Le demandeur d'emploi, il a réinventé son existence tous les matins. Donc c'est et d'augmenter ses chances de retrouver un emploi par une opération de vérité par rapport à lui-même. Voilà une première chose à laquelle il est confronté. La deuxième, c'est une épreuve de justesse, c'est-à-dire de réappropriation des règles du jeu collectif. Le chômage, c'est une violence faite à l'individu, faite par la société à l'individu, et d'une part.
D'autre part, ça l'éloigne du champ des interactions quotidiennes avec le rappel quotidien des règles de la vie en société et de la vie en société professionnelle notamment. Et il doit réapprendre ou se soucier de ces règles, des règles d'une société qui l'a exclue, et se réconcilier avec elle, pour pouvoir se mettre en position de connaître ses désirs et de se laisser désirer par cette société qui l'a exclu. Donc il y a une dimension importante à ce plan. Et la troisième dimension, c'est une dimension d'authenticité, c'est-à-dire de réconciliation avec soi-même, jusqu'au dépassement du déni de soi, puisque le chômage entraîne vis-à-vis de soi le même jugement que la société porte vis-à-vis de soi-même. Donc il y a une épreuve très forte pour la personne. Et cette personne, elle est confrontée donc à cette épreuve qu'elle doit traverser et au changement que ça impose. Et elle va faire cet effort dans le cadre d'une famille, dont les autres membres ne sont pas directement confrontés à une épreuve de cette même nature. Et ça va provoquer des choses. Alors, c'est très ambitieux, trop ambitieux de ma part, d'évoquer ce que ça va provoquer, parce que moi, mon expérience, elle part des accompagnements que j'ai pu faire ou de ceux que mes amis du groupe de solidarité auquel j'appartiens dans cette association font et qu'on se raconte mutuellement une fois par mois. Donc c'est un champ de vision limité. Mais il me semble reconnaître trois cas d'effets sur l'univers familial. D'abord, le cas où le conjoint ne peut entrer dans le processus de transformation personnelle exigé par la situation. Alors, il y a fort à craindre que la rupture du couple accompagne alors la rupture professionnelle, ce qui va déstabiliser encore davantage la personne, le premier concerné, que celui qui est au chômage. Et augmenter le nombre de familles monoparentales qui vont se retrouver en risque accru. Et ça, c'est une expérience vécue, des constats vécus. La situation de chômage fragilise jusqu'au point de rupture certains couples. Il y a le cas où le conjoint accepte l'impact qu'aura sur sa définition de lui-même la transformation de la situation. Donc le même effort qu'est contraint de faire celui qui est mis au chômage, son conjoint va être amené à le faire pour ce qui le concerne lui-même. Parce que la situation a changé et même a changé au point que le couple doit se reconstruire sur d'autres bases que sur celles sur lesquelles il s'est créé. Il y a une transformation des personnes, il faut qu'il y ait la refondation d'une certaine manière du couple. Il y a un constat assez frappant, mais ce n'est pas une règle générale, mais je me demande si plus on est dans un niveau socio-professionnel élevé, plus cette difficulté de repositionnement plus difficile sera ce repositionnement. Il y a un constat que fait, me semble-t-il, ATD Quart-Monde, c'est d'une certaine manière la plus grande solidité des couples ou des familles du Quart-Monde à cet égard. Peut-être à cause du fait qu'ils sont déjà passés à travers des épreuves qui ont testé d'une certaine manière leur solidité. Autre constat pour les enfants. Pour les enfants, alors, l'épreuve est redoutable, notamment pour les adolescents qui ont besoin d'étayer
sur la solidité parentale, la fragilité inhérente à ce moment de la vie. Mais ils peuvent aussi avoir l'intuition que la solidité parentale était illusoire, incapable de résister à l'épreuve et donc, de ce fait, à trouver à contrario un appui renforcé dans ce parent, sur ce parent, en train de se reconstruire sur de nouvelles bases. Et je vous parle là de certaines expériences que j'ai faites, bien sûr, par personnes interposées. Même quand l'aléa professionnel ou une série d'aléas professionnels révèle un handicap structurel et que ce handicap finit par être reconnu, c'est tout un processus pour la personne de telle transformation de son identité qu'il accepte de ratifier une autre image de lui-même à travers ces événements. Je force un peu le trait parce que, bien sûr, ce n'est pas le cas de figure de tout le monde, mais ça peut arriver que ces situations révèlent des fragilités structurelles. J'hésite presque à évoquer ces questions parce qu'on a tellement la propension à stigmatiser les chômeurs que, d'une certaine manière, j'apporte de l'eau à ce moulin. Mais il peut y avoir des cas avec des reconnaissances de handicap. Et des exemples où des enfants, après une phase de fragilisation, ont retrouvé une confiance dans leurs parents ou dans le parent concerné à travers un tel processus. Et j'ai une fois un père de famille qui m'a dit, avec un processus, etc., qui m'a dit, ma fille m'a dit, après une reconnaissance, j'ai enfin un père. Donc cette espèce d'épreuve de vérité n'est pas nécessairement totalement négative et destructrice. Alors bien sûr, ce sont des histoires longues et laborieuses. Il ne faut pas non plus oublier le cas où, à travers la formation d'un couple, dans une phase de déstabilisation de l'un d'entre eux, il y a une possibilité de reconstruction et une chance supplémentaire pour retrouver un emploi. Et là aussi, j'ai quelques exemples. Mais je voudrais axer la dernière partie de mon propos sur les actions ou les tâches à se proposer. Il me semble qu'une des premières tâches aujourd'hui, et ça concerne chacun dans notre société, c'est l'action sur soi, l'action de conforter sa propre solidité. Nous sommes dans des sociétés de la dispersion. On en a parlé ce matin, notamment à travers tous les nouveaux moyens, pas uniquement de distraction, parce que ça serait vraiment les dévaloriser, mais ces moyens d'interaction permanente qui vous distraient ou qui vous coupent du temps de contact avec soi-même. Et je pense qu'on aurait un peu plus de sentiments, d'instinct de survie, on serait plus attentif à notre solidité intérieure. Et donc, qui était la quatrième source d'identité que j'évoquais tout à l'heure, la source de l'intériorité. Je crois que plus nos sociétés individualisées se fragilisent à travers tout un certain nombre de facteurs qui ont été aussi évoqués ce matin, plus il est important d'avoir un investissement sur soi-même. C'est plus facile à dire qu'à faire, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je pense que c'est un des champs, un des points d'attention pour nous. Le deuxième axe d'action, c'est ce que j'appelle, c'est pas très bonne formule, l'action personnalisée avec l'autre. C'est-à-dire ce travail d'accompagnement. Et il me semble, plus notre société est individualisée, plus il y a de l'exigence d'être soi-même qui est posée par l'ensemble de la société vis-à-vis de soi, plus il est nécessaire de trouver une forme de compagnonnage dans ce travail à faire
de consolidation. C'est pas pour rien qu'on voit se développer les systèmes de coaching, que le terme même d'accompagnement, qui était très peu utilisé dans les années 80, est maintenant très généralisé, y compris, pas uniquement dans le champ associatif, mais aussi dans le champ des services publics, à commencer d'ailleurs par le service public de l'emploi. Il y a probablement tout un travail qui est à faire actuellement dans le champ de l'action sociale pour redécouvrir ou permettre aux travailleurs sociaux d'aborder des questions qui touchent à ce travail d'humanisation qui peut sembler échapper à leurs critères administratifs, mais qui se révèle très, très important. Donc je pense que c'est tout un champ sur lequel il faut continuer à réfléchir et à s'investir, voire à s'engager. Un travail comme Solidarité Nouvelle face au chômage, qui est insuffisant par rapport à l'ensemble des besoins, mais le degré d'investissement de ces binômes d'accompagnateurs, c'est pas une action en plus, c'est une relation en plus. C'est ce travail d'investissement dans la relation qui se fait avec persévérance, avec timidité au début, puis de plus en plus d'assurance prise dans ce travail, et qui se révèle tout à fait indispensable. La première chose qu'on met à la disposition du demandeur d'emploi, c'est ce compagnonnage. Ce n'est pas des outils, ce n'est pas des instruments, c'est d'abord ce compagnonnage, le sortir de sa solitude, et un compagnonnage qui ne peut pas être totalement, auquel ne peut pas se substituer totalement les membres de sa famille, qui sont justement pas placés eux-mêmes devant cette confrontation à la fragilité. Et puis un troisième champ, c'est l'articulation vie familiale, vie professionnelle. On a beaucoup parlé ces dernières années de responsabilité sociale de l'entreprise. Ça aurait dû être un champ davantage investi par l'attention, par la réflexion, par les modalités, etc. Alors, il faut dire qu'on n'a pas facilité les choses. Avec des mesures comme la réduction généralisée et uniforme du temps de travail, ce n'est pas nécessairement la mesure la plus intelligente pour faire de l'articulation vie familiale, vie professionnelle. Bon, mais enfin, on fait ce qu'on peut. Mais je pense que là, il y a un champ. Je ne veux pas faire de jugement, j'ai l'impression c'est davantage évoqué dans la société américaine que dans la nôtre, mais qui est probablement très important. Pourquoi ? Parce que il ne faut pas que la vie professionnelle, le rôle professionnel, fragilise les personnes dans l'exercice de leurs autres rôles, et notamment familial, etc., mais il n'y a pas que celui-là. Parce que si cette fragilisation se passe, le jour où il n'y a plus le rôle professionnel, parce qu'on se trouve au chômage, tout est cassé. Donc il est important que les personnes se construisent leur solidité dans l'assomption de toute la palette de leur rôle. Voilà. Et je pense que là, il y a un enjeu, à mon sens, dont il reste encore à découvrir l'importance. Donc, en conclusion, c'est altruiste de dire que, mais on l'a dit depuis le début de l'après-midi, que les individus aujourd'hui sont mis à rude épreuve. Ils ne doivent pas être laissés seuls. La famille peut être un atout pour aider ses membres à relever le défi que pose à chacun l'inévitable globalisation, à condition que la famille prenne la mesure de l'enjeu et qu'elle attache autant d'attention à son propre patrimoine spirituel qu'à ses ressources matérielles. Je vous remercie. Notre troisième intervenant, Madame le rabbin Pauline Beb, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, qui est la première femme rabbin en France
qui est également enseignante ici, à l'école cathédrale. Je tenais à le souligner. C'est un honneur que vous nous faites. Vous êtes donc rabbin, fondatrice en 1995 de la communauté juive libérale en France. Vous avez suivi des études rabbiniques au Leo Baeck College de Londres et vous avez été ordonné à la synagogue de West London. Vous êtes devenue en 1990, comme je le disais, la première femme rabbin de France et d'Europe continentale. Vous êtes titulaire d'une licence d'anglais, d'un DEA d'hébreu, des langues et civilisations orientales, et vous avez suivi pendant 2 ans la formation des hautes études juives dispensées à l'ENIO. Vous faites partie de l'association des rabbins libéraux et vous avez participé à la fondation de Kérem, le Conseil des rabbins libéraux francophones. Et vous avez publié un certain nombre d'ouvrages. J'en mentionne 2. Tout d'abord, avec Catherine Ben Saïd, ce livre, L'autre, c'est infini, dialogue autour de l'amour et de l'amitié. Donc, c'est paru aux éditions Robert Laffont. Et puis alors, très récemment, une traduction d'un ouvrage qui vient des États-Unis. Et vous avez coordonné la traduction, vous l'avez préfacé également. Un ouvrage de Harvey Fields, La Torah commentée pour notre temps. Alors là, si je comprends bien, c'est le premier volume consacré à la Genèse. Et il va y avoir toute une série d'exemplaires. C'est paru aux éditions Le Passeur cette année. Voilà, alors donc aujourd'hui vous allez nous parler de la question de la mission de la famille et de la tradition religieuse. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je suis toujours heureuse d'être ici et je voudrais aussi saluer la présence de mon professeur, le grand rabbin René Samuel Sirad. Vous parliez de l'INALCO tout à l'heure. J'ai eu la chance de l'avoir comme enseignant et je voudrais le remercier et pour son enseignement de sagesse et son ouverture également. Donc avec sa permission. Le judaïsme, comme de nombreuses religions, s'est construit autour de l'idée de famille comme lieu de créativité, d'épanouissement et de structuration de l'individu, comme un cocon dans lequel naît la chrysalide, donnant naissance à un papillon qui volera de ses propres ailes. Aujourd'hui, apparemment, la structure familiale subit des vents contraires très puissants qui la font tanguer. Il existe de nouvelles formes de familles, des familles qu'on peut appeler des familles choisies, que ce soit des communautés d'idées ou d'origine, des communautés spirituelles, ou encore des communautés d'amis ou des cercles virtuels comme Facebook, par exemple. D'un côté, on assiste à la célébration de l'individu et de l'autre, à la mondialisation. Les questions qu'on peut se poser, c'est la famille est-elle un modèle qui est toujours d'actualité ou est-ce un modèle dépassé ? Les valeurs qu'elle véhiculait peuvent-elles perdurer à travers ces nouveaux modèles ? Peut-on s'inspirer des situations anciennes pour trouver des solutions actuelles ? Faut-il, selon l'expression yiddish, jeter le bébé avec l'eau du bain ? Ou bien les modèles d'antan peuvent-ils s'adapter au monde d'aujourd'hui ? Alors j'articulerai ma réflexion autour de 3 grands axes. D'abord, la famille comme l'envers de la solitude, puis la famille comme construction dans le temps, et enfin la famille comme lieu de transmission, chaque fois en analysant les côtés positifs et les limites aussi de la notion de famille. Alors, en premier lieu, la famille comme l'envers de la solitude. Le texte de la Genèse, qui est très connu, de 24, nous dit en hébreu « Lotov heyot adam levado » « Il n'est pas bon que l'être humain soit seul ». Et c'est ainsi que le premier couple est créé. Et si on lit le texte de la Genèse, on s'aperçoit que tout est créé dans un système binaire, sauf Dieu, à qui l'on réserve l'unité et l'unicité. Ainsi, tout livre dans la tradition juive, je cite en particulier le Talmud, commence à la seconde page parce que la page numéro 1, Echad, est réservée à Dieu et également le lecteur, puisque chaque livre est interprété de manière différente par son lecteur. Même Dieu est solitaire, nous dit la tradition juive, et parce que Dieu ressent cette solitude qui est considérée comme négative, eh bien Dieu entre en dialogue avec l'être humain qui devient son partenaire, partenaire de dialogue, partenaire de conversation.
Le mot ish, qui signifie être humain, provient du sumérien, de l'assyrien, qui signifie être avec. Donc, d'emblée, l'être humain est présenté dans la terminologie biblique comme un être social. Et un commentateur du Moyen-Âge qui s'appelle Sforno parle d'interdépendance de l'être humain. Je vais reprendre une citation du Talmud, du traité Ketubot, qui dit « L'homme apporte le blé, la femme pétrit la farine, l'homme apporte le lin, la femme tisse les vêtements. » Même si aujourd'hui la femme peut apporter le blé, eh bien, l'image talmudique, c'est de dire que le couple, c'est l'envers de l'autosuffisance. Et donc, ce commentateur, Sforno, va dire qu'il empêche les dangers de l'arrogance et les dangers également de cette autosuffisance, de penser qu'on pourrait faire tout seul. C'est impossible. Même dans le modèle qui est présenté sous forme de la doctrine de l'imitatio Dei, nous devons imiter Dieu dans ce que Dieu a fait. Eh bien, on assiste à un partenariat entre l'être humain et Dieu. L'être humain doit parfaire la création du monde et Dieu s'est arrêté de créer pour permettre justement à l'être humain de poursuivre cette création. Également, l'individualisme à outrance est considéré comme négatif. Le je n'est rien sans le tu, et je reprends ici les termes de Martin Buber, penseur du judaïsme. Le je se construit parce que le tu m'impose des limites, et je voudrais aussi citer une maxime d'Hillel, qui était un grand maître du 1er siècle. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. C'est un grand principe d'éthique, et c'est bien parce que le je est limité que le tu peut s'exprimer. La relation au tu permet de briser l'idole du je. Et je cite à nouveau Hillel dans une partie de sa maxime que je vais compléter tout à l'heure. Si je ne suis que pour moi, que suis-je ? On ne peut pas s'arrêter à l'individu uniquement. Quelle est la limite de cette famille comme l'envers de la solitude ? Eh bien, bien évidemment, il faut des temps de solitude. La première partie de la maxime d'Hillel que je citais tout à l'heure, c'est « Im ein ani li mili » « Si je ne suis pas pour moi, qui le sera ?» La maxime commence par cette affirmation, c'est-à-dire qu'on commence par soi. Il faut un peu d'égoïsme avant de penser à l'autre, parce que sinon, le « je » peut disparaître dans le « tu » ou même dans le « nous ». La famille peut être invasive, le « nous » remplaçant le « je ». On connaît beaucoup d'exemples de ces familles invasives. Et je voudrais juste citer l'exemple du kibbutz, de cette société collective qui avait été créée, enfin qui existe encore en Israël, mais plus beaucoup sous sa forme originelle, où la collectivité passait justement avant la famille. Et on a même pu retirer des enfants de leurs parents en pensant qu'ils étaient de toute façon de moins bons enseignants que la collectivité. Heureusement, ce modèle a été abandonné. Deuxième axe de réflexion, la famille comme construction dans le temps. Et là, je voudrais dire que la famille est le symbole du passage dans sa construction du polythéisme au monothéisme. Je m'explique. Pour un enfant, lorsque des parents se disputent, alors il a deux références, comme s'il avait deux divinités qui s'affrontaient. Le couple enseigne, et la famille par la suite, enseigne l'art du compromis, c'est-à-dire la capacité de discuter pour se mettre d'accord pour un intérêt général qui dépasse la somme des intérêts individuels. Nous le symbolisons, cet art du compromis dans le judaïsme, par la mezouza, ce petit parchemin que nous apposons à nos portes. Et peut-être que vous savez qu'il est souvent posé de biais. Ce biais est le résultat d'un compromis, puisque d'une dispute entre deux rabbins, Rashi et Rabbi Tam, au Moyen-Âge. L'un voulait apposer ce texte de manière horizontale, l'autre verticale. Et donc, la solution, le compromis a été de le poser en biais. Et si l'on pose, une des raisons pour lesquelles on pose la mezouza
sur la porte du foyer. C'est pour bien montrer que le lieu du foyer, c'est le lieu du compromis. C'est construire un foyer, c'est savoir faire face à l'altérité. On se pose la question de ce qu'on doit faire avec cet autre qui ne pense pas comme moi, qui me dérange, qui m'exaspère parfois, avec qui je dois composer. Et la famille, c'est aussi l'art de la composition, à 2, 3, 4 ou plus de voix, une symphonie qu'on espère ne pas se transformer en cacophonie. La famille, c'est aussi le lieu nécessaire du dialogue, donc, jusqu'au règlement de compte. Si on ne se parle plus, on ne peut plus vivre ensemble. Et bien sûr, ce dialogue, cette conversation n'est pas de l'ordre de l'évidence. On le voit dans les constructions bibliques des récits concernant des familles. Le premier couple, Adam et Ève, peut-être que vous l'avez remarqué, ne s'adresse jamais la parole. André Neher rappelle dans l'Exil de la parole, il dit ceci, « Ils ne se parlent jamais tout en parlant beaucoup, mais chacun pour soi ». Donc la difficulté du dialogue dans un couple est présente dans la Bible. Elle est même portée à son paroxysme dans une autre forme de conversation entre deux frères que on connaît tous, cet échange entre Caïn et Abel, où la parole n'est pas là. Et comme la parole n'est pas là, eh bien, il y a violence et premier meurtre fratricide de l'humanité. La famille est présente aussi dans une métaphore à propos de Dieu, où est mise en scène dans le Midrash, c'est-à-dire dans les récits rabbiniques, ce qu'on appelle la familia shel lemala, c'est-à-dire la famille d'en haut. Cette famille d'en haut est créée par ces textes midrashiques et rabbiniques, quitte à mettre momentanément le monothéisme en danger, pour prôner l'art de la consultation. Dieu va consulter sa famille d'en haut, c'est-à-dire ses anges, pour prendre une décision. Cela signifie que dans une famille, aucune décision ne peut être prise sans consultation. Si Dieu consulte ses anges sur une question aussi importante de celle de la création de l'être humain, comme nous le voyons dans ces textes, cela signifie aussi que nous devons nous consulter les uns les autres dans un cadre familial. Sinon, des membres de la famille peuvent subir la dictature d'autres membres de la famille, et ainsi la famille peut être le lieu d'apprentissage de la démocratie. Le projet familial passe au-dessus de la nécessité, le désir individuel. Ainsi, elle est une construction dans le temps, puisqu'elle est projet, et on retrouve cette idée dans une des 7 bénédictions du mariage, les Sheva Brachot, où on parle de la famille comme binyan olam, c'est-à-dire construction pour l'éternité. On pose une pierre après une autre pierre pour construire, et peut-être construire dans l'avenir. Quelles sont les limites aussi de cette vision de la famille comme construction dans le temps ? Eh bien, c'est un certain relativisme. On ne peut pas écouter tout le monde en même temps. Et il y a la nécessité d'une direction familiale. Autre limite, on le sait, les familles sont souvent dysfonctionnelles. Souvent, une personne est sacrifiée. On le voit dans la Bible, mais on le voit aussi aujourd'hui. Un exemple biblique que j'aimerais prendre, c'est Lot, et avec Léa et Rachel, et par toutes ces familles bibliques par lesquelles on apprend le dysfonctionnement et comment peut-être le réparer. Peut-être toutes les familles le sont, comme dit Marcel Proust. Nous tenons de notre famille aussi bien les idées dont nous vivons que la maladie dont nous mourons. Et puis la famille, ça peut être aussi le lieu de destruction. Et un lieu que l'on remet en question de toute façon. Le fameux Lech Lecha, l'injonction de Dieu à Abraham qui lui dit de quitter sa famille, sa terre natale, eh bien, d'une certaine manière, toute famille se construit dans une forme de déracinement. Tout être se construit. Il faut quitter sa famille pour pouvoir planter, s'enraciner dans un ailleurs. Et la rupture d'avec la famille est nécessaire. Le troisième axe de réflexion, la famille comme lieu de transmission.
on nous dit dans la prière, une des prières fondamentales du judaïsme, qui est le Shema, que nous récitons 2 fois par jour, Veshnantam levanecha, tu les enseigneras à tes enfants. Nous avons une obligation de transmettre aux enfants. La famille est un lieu de transmission, transmettre à ses enfants ou à ses disciples. La famille, c'est le premier lieu d'instruction et les parents sont des modèles. Dans le 5e commandement des 10 paroles, nous avons également cette idée de respect des parents, qui, comme un trait d'union entre les commandements qui concernent le rapport avec le tout autre, avec Dieu, et le rapport avec les êtres humains. Ce respect des parents, je cite simplement le Rav Yosef dans le Talmud, qui disait qu'en entendant les pas de sa mère, je me lève face à la présence divine. Et donc, même s'il ne s'agit pas d'idolâtrer son père ou sa mère, il s'agit simplement de reconnaître l'étincelle divine présente au sein de la famille. Les enfants sont considérés comme les garants de la continuité. Dans la tradition juive, il y a une mise en scène dans une histoire rabbinique où Dieu veut bien donner la Torah aux enfants d'Israël si Dieu a des garants. Les garants qui sont proposés sont d'abord les anciens, et Dieu refuse. Ensuite, ce sont les prophètes, Dieu refuse à nouveau. Puis les sages, encore un refus divin, et viennent ensuite les enfants qui sont acceptés pour être les garants de la révélation, c'est-à-dire que c'est l'inscription dans l'avenir. On peut remarquer aussi que dès le Deutéronome, c'est-à-dire dès les premiers livres de la Torah ou de la Bible, eh bien, on trouve l'injonction d'amener les enfants à la lecture publique de la Torah. Donc cette lecture publique n'est pas réservée aux experts. Les enfants sont prioritaires dans cette éducation. Comment ? Eh bien, par des rituels très concrets. La table familiale est le symbole d'un autel. La maison est un sanctuaire. Le Shabbat, bien sûr, qui sanctifie le temps. Le Shabbat où la famille se retrouve régulièrement, ainsi que les fêtes, autour de la table, pour chanter, pour discuter, pour s'émerveiller, sans interruption du monde virtuel ou électronique. Les limites de cette transmission, eh bien, la famille n'est pas forcément le lieu de la transmission. On nous dit « Aselera Rav », fais-toi dans les Pirkei Avot, trouve-toi un maître. En effet, il y a de nombreuses familles où l'enseignement ne peut pas être transmis. Prenons par exemple l'exemple des familles ashkénazes où il y a eu la guerre et rupture de transmission. C'est à l'extérieur de la famille que la transmission va se faire, auprès d'un maître, auprès d'une communauté. La famille aussi peut être non pas le lieu d'une transmission qui donne une sécurité, mais un lieu de violence. Je vous rappelle ce que disait Boris Cyrulnik, la famille, ce havre de sécurité, est en même temps le lieu de la violence extrême. Grandir peut être envisager que sa famille a peut-être tort. La famille, en conclusion, peut être un remède à la solitude, un lieu de construction et de transmission, mais elle ne l'est pas nécessairement ou systématiquement. Elle est certes un trait d'union entre le particulier et l'universel, comme un petit cercle concentrique, lui-même à l'intérieur de la communauté, du pays et de l'humanité. La famille est questionnée, mais ce questionnement est salutaire. Quelles que soient ses nouvelles formes, elle doit rester une source d'inspiration. Quelle que soit sa composition, elle doit être envisagée comme un lieu d'exigence éthique infinie. Quelles sont belles tes tentes, tes sanctuaires, Israël, lisons-nous dans le livre des Nombres. Quand sont-elles belles, disent les rabbins, quand elles sont des sanctuaires? Comment le sont-elles? Sans doute lorsque l'autre y est salué dans son individualité, lorsque l'amour et le respect y règnent, lorsque l'intimité y est préservée, la liberté de chacun dans une cohésion de l'ensemble, lorsque le je et le tu se saluent à l'infini, sans jamais étouffer l'étincelle divine. Merci.